Bien, Madame la présidente de médecine et psychanalyse dans la Cité, chère Marie-Elisabeth, messieurs les coprésidents du 9e colloque, François Julien et Jean-Pierre Lebrun, mesdames, messieurs, médecins, éducateurs, enseignants, psychanalystes, soignants, psychologues, philosophes, écrivains, universitaires, journalistes, artistes, citoyens, vous toutes et vous tous, dans cette diversité qui est le fruit de vos singularités, mais aussi vous toutes et vous tous, forts d'une indéniable générosité commune qui fera lien dans l'espace social de ce colloque. Je dois vous avouer que je me sens quelque peu atypique devant l'aréopage que vous composez. En effet, il m'a été demandé de prononcer le discours d'ouverture de ce colloque en tant qu'inspecteur de l'éducation nationale, conseiller technique du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand pour tout ce qui concerne l'école inclusive en faveur des enfants pas comme les autres. Nous ne sommes pas très nombreux ici dans cette catégorie. A priori, je n'incarne pas vraiment le sujet qui vous rassemble dans cette belle maison de la culture, singulier, commun, quel lien social. Et ma fonction me relie surtout à une institution, celle de l'autorité académique, avec toute la charge administrative qu'on lui prête et dont je le reconnais fort humblement, elle use parfois de manière impersonnelle, oubliant le fond, trop obnubilé par la forme, enfin cette ornière qu'on appelle à juste titre l'académisme, avec ce que ce terme contient de péjoratif. Et pourtant, quand Marie-Elisabeth Sanselme-Cardona m'a sollicité pour ouvrir ce 9e colloque, ma réponse a été simple, vous pouvez compter sur moi. Parce qu'il m'est apparu évident que l'institution scolaire avait sa place dans le sujet central de ce 9e colloque. Tout comme il m'est apparu évident que mes fonctions au sein du rectorat ont quelque chose à voir avec ce sujet. Et c'est donc ce que je vais essayer d'exposer en quelques mots qui pourraient utilement ouvrir vos travaux. Singulier, commun, quel lien social? Mais spontanément, on pourrait répondre l'école, justement. L'école, évidemment. L'école n'est-elle pas cette machine sociale dont l'objet est de transformer l'individu en membre d'une communauté? Par la transmission de la culture qu'elle incarne, l'école n'assure-t-elle pas le lien social fondamental entre les individus singuliers qui la fréquentent? Dans le projet initial d'un Condorcet, partisan d'une instruction publique, ou même d'un Lepelletier de Saint-Fargeau, partisan d'une éducation nationale, l'école n'a-t-elle pas vocation à faire des individus les citoyens d'une nation et de constituer le ciment commun dans sa forme démocratique ultime? Si on s'arrête là, alors l'affaire est entendue. L'institution scolaire est la réponse à la question de ce colloque. C'est l'alpha et l'oméga de tout. C'est le deus ex machina qui rend vaine toute autre réflexion. C'est elle qui fait le lien social entre le singulier et le commun. Mais peut-on raisonnablement s'arrêter là? Eh bien, je m'en garderai bien, vous vous en doutez. On a longtemps cru en France, notamment sous la Troisième République, que l'école était au centre de la nation, inamovible et indiscutable sanctuaire échappant au siècle et à ses tourments. Certains le croient encore ou l'espèrent très fort. Mais ce paradigme, en fait, a connu bien des tourments dans l'histoire. Par exemple, on a pu observer que de la nation au nationalisme, il y a eu malheureusement des chemins empruntés sans discernement. De même, on peut déplorer que de la patrie au chauvinisme intolérant et même xénophobe, il y a eu bien des errements. Alors il ne s'agit pas de rejeter les idées de nation et de patrie, qui sont des conquêtes politiques intimement associées dans l'histoire de l'humanité à l'émancipation des peuples qui s'en sont emparés pour s'extraire de bien des formes d'assujettissement tyrannique, mais deux guerres mondiales, plusieurs décennies de décolonisation, de guerre idéologique entre l'Est et l'Ouest, de dénonciation des impérialismes, de choc des terrorismes identitaires, nous ont conduit à comprendre que dans un projet humaniste digne de ce nom et de son ambition,
Le commun auquel prétend l'école n'a pas forcément vocation à devenir un ferment identitaire absolu, replié sur lui-même et condamné à craindre la marche du monde. L'école n'a pas vocation à créer une identité nationale repliée sur elle-même. Et à cet égard, François Julien nous a mis en garde. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, dans l'aventure humaine, il n'y a pas d'identité culturelle. Les mises en scène romanesques du récit national doivent être comprises et assumées comme étant des constructions mythologiques avec leurs vertus heuristiques comme avec leurs limites au regard des réalités du monde. Si on le méconnaît, alors on ensemence inconsciemment un communautarisme identitaire qui rejette et disqualifie toute forme d'altérité culturelle, voire toute forme d'altérité humaine. Ce n'est pas là le projet de la République et ce n'est donc pas le projet de l'école de la République. Mais il est aussi un fait que nous devons appréhender dans la complexité de la problématique qui nous intéresse ici. Ce fait, c'est que l'école de ce XXIe siècle se voit bousculée par l'irruption de l'individu, par l'épanouissement du singulier, par le développement décomplexé de cet être égotique que la communication mercantile flatte à l'envi, alors qu'elle assène depuis des années à chacun, par la bouche de quelques célébrités élégantes à la chevelure resplendissante, « vous le valez bien ». Ainsi donc, l'école d'aujourd'hui est ébranlée dans son projet fondamental. Machine sociale dont la forme majeure est le collectif, avec le groupe classe, engagé dans un cheminement commun, à un rythme commun, sur des programmes et des objectifs d'apprentissage nationaux, l'école se voit maintenant exhortée à prendre en considération la singularité de chacun. Présentée ainsi, on pourrait croire que je vous invite à rejeter cette évolution. Ce serait bien inconséquent de ma part, même si l'institution scolaire a pour mission de transmettre le patrimoine dans sa permanence, elle a aussi pour objet de préparer l'avenir en ensemençant l'intelligence des générations qui feront notre monde demain. Et pour ce faire, il lui est nécessaire de comprendre et d'appréhender la complexité de ce monde, tout comme ses évolutions. Ce faisant, pour répondre au phénomène que je viens de vous présenter, il lui appartient en l'occurrence d'établir une distinction entre la tentation de l'individualisation et la perspective de la personnalisation. Je m'explique. Pour l'école, l'individualisation est un piège. Un piège en ce sens que cela ne peut se traduire concrètement que par un enseignement de forme préceptorale, forme qui est la négation même de ce qu'est l'école. Or, c'est justement pour sortir des limites de la forme éducative individuelle du préceptorat qu'on a vu l'apparition de formes scolaires plus collectives, plus organisées, plus formatrices de liens sociaux partagés. Et notre école actuelle est le fruit de ces transformations bouillonnantes, nées des innovations humanistes de la Renaissance jusqu'au début du XXe siècle, qu'il s'agisse des frères des écoles chrétiennes, des collèges des jésuites, des écoles mutuelles, du mouvement de l'école nouvelle ou de l'école active promue par Célestin Freinet. Alors à l'évidence, la piste de l'individualisation remet en cause et la classe et le cours collectif. Mais il existe une alternative. C'est la piste de la personnalisation. Il s'agit alors de prendre l'individu humain dans ses deux dimensions. Sa dimension biologique et psychologique singulière et sa dimension profondément humaine qui ne peut être humaine qu'en étant sociale. Ce sont ces deux dimensions qui font la personne en tant que personne humaine, cette entité vivante et consciente qui se situe dans son environnement et qui se sait connue et reconnue en tant qu'être singulier qui partage néanmoins une partie de ce commun qui fait le genre humain. Cette piste de la personnalisation, c'est celle qui fonde la perspective de construire une école inclusive, c'est-à-dire une école qui sait faire du commun tout en prenant en considération le singulier. C'est l'école qui reconnaît la réalité singulière de chaque enfant, non pour le laisser seul dans cette singularité, mais pour lui donner les outils et les moyens de participer à l'aventure commune de la culture qui émancipe tout autant qu'elle relie ce qui est épars. Récemment, une de nos institutions partenaires de l'école, le CNESCO, Conseil national d'évaluation du système scolaire, a organisé, avec l'aide de la communauté scientifique internationale,
une conférence de consensus à l'attention des enseignants. Et cette conférence a connu, sur place et sur Internet, un succès considérable et même inédit dans les annales. Le sujet de cette conférence portait sur la différenciation pédagogique. Cela ne vous étonnera pas compte tenu de ce que je viens de vous dire. Face à l'irruption du singulier dans l'école, l'espoir est là, dans cette possibilité de différenciation pédagogique qui permet d'affronter les réalités d'un public scolaire hétérogène sans renoncer au projet commun. Ce faisant, le monde de l'école est toujours en quête d'une pédagogie universelle au sens de la conception universelle chère aux architectes qui ont pensé l'architecture accessible à tous les êtres humains, y compris ceux qui sont handicapés. Alors oui, il y a des pistes fécondes à explorer, à identifier et à exploiter de ce côté-là. C'est paradoxalement ce qu'ont montré tous les universitaires qui ont travaillé sur la différenciation pédagogique. La clé se trouve dans la conception de l'enseignement en amont, capable d'affronter le collectif en imaginant les besoins d'accessibilité que connaissent certains enfants face aux situations d'apprentissage, c'est-à-dire en prenant en compte les besoins éducatifs particuliers dès l'élaboration de tout enseignement. Là encore, pour bien comprendre la question dans toute son ampleur, il me semble nécessaire de faire appel aux leçons de François Julien. La fausse universalité, c'est l'universalisme, c'est-à-dire cette propension totalisante qui nie les particularités ontologiques. L'universel, dans toute sa plénitude humaine, c'est celui qui comprend la diversité sans renoncer à sa vocation de régulateur. C'est aussi ce que nous apprend Jean-Pierre Lebrun dans ses travaux de médecin psychanalyste pour élucider l'éducation de l'enfant dans toutes ses composantes. Et pour ce faire, il part du singulier de l'enfant pour aller vers la question du lien social. Vous l'aurez compris, cet élan, c'est celui que j'essaye de décliner dans mes missions auprès du recteur. Il s'agit pour nous d'œuvrer à la construction d'une école inclusive, capable d'enseigner à tous les enfants, y compris à ceux qui ne sont pas tout à fait comme les autres, mais qui ont vocation à être eux aussi, avec et malgré leur singularité, des élèves comme les autres. Au terme de ce propos introductif, je ne résiste pas à la tentation de rappeler que du point de vue étymologique, un colloque est un espace et un temps de discussion. Alors ici, vous toutes et vous tous, vous êtes venus confronter vos regards singuliers dans un échange d'arguments qui fera lien social en vue de créer autant que possible du commun. Vous nous enrichirez d'une philosophie d'où pourront émerger, sinon la vérité, à tout le moins des éléments de vérité. C'est essentiel aujourd'hui et nous vous en savons gré. Je vous remercie de votre écoute et je déclare ouvert le 9e colloque Médecine et psychanalyse dans la Cité.